Pays-Bas-Japon. Le match, qui a mis 45 minutes, a réellement commencé. Le Pays-Bas-Japon, au départ, ça ressemblait presque à un piège parfait. Pas forcément mauvais, mais fermé, très fermé, voire trop fermé. Une première mi-temps où deux équipes ont surtout semblé obsédées par une idée, ne pas se désorganiser. Les Pays-Bas qui défendaient très souvent dans un genre de 5-4-1. Les Pays-Bas qui se retrouvaient dans une structure très basse, proche du 5-3-2, sans ballon, avec très peu de pressing et très peu de risques pris. Et franchement, pendant 45 minutes, le match était assez ennuyeux à regarder, pas parce qu'il n'y avait pas de niveau, au contraire, c'est plutôt un match fermé parce que les deux équipes étaient bien organisées, bien compactes, trop prudentes, trop respectueuses l'une de l'autre. Elles avaient peur de se découvrir, peur d'être piégées. Mais ensuite, en deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps a complètement changé la lecture. Des buts, des réactions, des individualités, des coups de pied arrêtés à Grand Somerville, un Japon qui revient deux fois, un énorme une énorme entrée de Yunya Ito qui remplace Maeda. Et franchement, le mec, il a fait une entrée qui disait « Et moi là, moi je veux être titulaire. Regardez ce que je vais faire. Moi je vais prendre le jeu, je vais tout déséquilibrer. Et moi, le match prochain, je veux être titulaire. » C'était un message à son coach. Mais par contre, la vraie question de ce match pour moi, ça va être est-ce que les Pays-Bas ont vraiment maîtrisé le match ou est-ce qu'ils ont surtout eu des armes fortes sans jamais réussir à tuer le Japon? Salut les gars, c'est Lucas Footlab, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. Ici on va débriefer le Japon contre les Pays-Bas. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, ça aide beaucoup à soutenir la chaîne et je vous en suis très reconnaissant. Sur ce, c'est parti. Et pour moi, la première chose à dire, à comprendre même, c'est que ce match a longtemps été un duel de blocs, deux équipes qui se regardaient dans les yeux en attendant, avec peur de se découvrir. Les Pays-Bas ne sont pas venus presser n'importe comment, ils se protégeaient énormément. On les a vus défendre, parfois en 5-4-1 même, avec une vraie volonté, ne jamais laisser le Japon attaquer la profondeur ou créer une supériorité sur la dernière ligne. En face, le Japon n'a pas non plus emballé le match. Ils étaient très bas, très compacts, très bien organisés vers un genre de 5-3-2 ou une structure, en tout cas à 5 derrière, qui dépendait parfois un peu des phases. Mais surtout, peu de pressing. Surtout, il y avait peu de pressing. Le Japon ne cherchait pas vraiment à étouffer les Pays-Bas hauts, il cherchait surtout à fermer les espaces, protéger leur axe et ralentir le rythme. Et surtout aussi attendre un peu le bon moment pour la bonne transition. Le problème, c'est que quand les deux équipes font ça en même temps, tu obtiens une première mi-temps très tactique, mais très peu spectaculaire et légèrement somnifère, quoi. Les Pays-Bas avaient le ballon par moment, mais sans forcément trouver des vraies solutions dans le bloc japonais. Le japonais, lui, avait deux petites situations, mais rien de réellement dangereux. Donc oui, c'était fermé, mais faut pas juste dire c'était nul, la formule juste c'est une première mi-temps de très haut contrôle défensif. Voilà, j'ai eu du mal à trouver mes mots. C'est une première mi-temps de très haut contrôle défensif, mais avec trop peu de prise de risque offensive. On voyait aussi sur cette première mi-temps que les Pays-Bas étaient dangereux sur coup de pied arrêté. Chaque coup de pied arrêté était réellement un danger pour cette équipe japonaise. Ça se sentait. Et le Japon a confirmé une chose aussi, c'est que c'est une équipe difficile à bouger. Ils se replacent vite, ils sont très disciplinés, ils défendent bloc bas, ils savent bien fermer l'axe, ils ne paniquent pas. Et on comprend pourquoi cette équipe peut poser problème à beaucoup de monde. Mais aussi c'est une équipe caméléon, capable de jouer en bloc bas, et puis quand ils sont menés, de ressortir de ce bloc bas et d'être plus haut, de posséder, d'avoir des phases de possession dans la moitié adverse du terrain. Et ça c'est fort. Ça fait un peu une équipe qui est vraiment capable un peu de se métamorphoser. Mais là, pendant longtemps, le Japon qui défendait bas sans vraiment se projeter, c'était pas dangereux. Ils étaient solides, oui, mais offensivement, ils faisaient pas mal. Et c'est là que le danger arrive. Parce que quand tu joues bas contre les Pays-Bas, tu peux tenir dans le jeu courant, mais tu finis par donner beaucoup de corners, de coups francs excentrés, de deuxième ballon. Et contre une équipe avec Van Dijk et beaucoup de grands gabarits, ça c'est un vrai danger, surtout qu'ils ont aussi une bonne qualité de centre et que le Japon a des modèles de joueurs beaucoup plus petits. Mais pas forcément mauvais de la tête, cependant les Pays-Bas avaient un vrai avantage là-dedans. Et donc les Pays-Bas, dans le jeu, eux, ils n'ont pas toujours été magnifiques. Là je vais être honnête, c'est pas une domination totale, avec des vagues d'occasion, etc. Absolument pas. Il y avait 3 armes très claires. La première, le coup de pied arrêté. Dès la première minute, je vous l'ai déjà dit, mais on sentait que c'était un vrai poids qui pesait sur les Japonais. La deuxième chose, c'est Somerville. Lui, il fait un très gros match. Et il faut le dire clairement,
Dans un match où les Pays-Bas manquaient parfois d'inspiration collective, Summerville, pour moi évidemment, a été le danger offensif le plus constant. Il provoque, il rentre 1, 2, 3 dribbles, capable d'une grande qualité technique, et il crée une incertitude et parfois un chaos dans ce bloc japonais qui est très organisé, très compact et très discipliné. C'est parfois si tu amènes une étincelle et un petit chaos, alors bam, tu peux faire basculer le match. Aussi, il peut frapper, et surtout il donne une menace individuelle qui manque dans ce genre de match fermé. La troisième arme, je dirais que c'était le côté droit. En général, sur le côté droit, tu avais Dumfries, Summerville et Gravenberch. Pour moi, c'est la vraie zone de danger néerlandaise. Dumfries, il apporte le couloir, Summerville, il peut rentrer, Gravenberch, il peut connecter, accélérer la possession. Sur le but de Summerville, il me semble que c'est Gravenberch qui fait 3 dribbles magnifiques et qui permet à Summerville de pouvoir s'infiltrer, de passer aussi 1 ou 2 dribbles et puis d'aller frapper. Donc, les Pays-Bas n'étaient pas forcément brillants collectivement, mais ils avaient des armes, et dans un match fermé, parfois, les armes, elles peuvent suffire. L'ouverture du score, elle se fait logiquement, sur coup de pied arrêté. Premier ballon repoussé, deuxième centre, Van Dijk, goal. Et ce but, il confirme exactement ce que je voyais et ce qu'on voyait tous, je pense, depuis le début. Les Pays-Bas n'avaient pas forcément de trouver une clé dans le jeu, Les Pays-Bas ne devaient pas forcément trouver une clé dans le jeu, mais ils avaient un avantage clair qui était dans les phases arrêtées. Le Japon, il défendait bien, notamment sur la première vague, mais ils avaient parfois du mal sur les deuxièmes, parce que quand tu repousses, généralement ça va retomber dans les pieds des Néerlandais. Et à ce moment-là, ils avaient l'occasion de faire un deuxième centre. Et souvent, les Japonais étaient bien moins bons sur le deuxième centre que sur le premier. Et défendre un coup de pied arrêté, c'est pas juste gagner le premier duel, il faut absolument rester concentré pour pouvoir gagner le deuxième. Et là, le Japon repousse, mais reste trop bas, ils ressortent peut-être pas assez, ils se replacent mal, et boum, tu es puni. Donc le Japon a survécu au premier ballon, mais malheureusement pas au deuxième. Et à ce moment-là, on dit, le match va maintenant pouvoir enfin commencer et se débrider. Parce que le Japon ne peut plus juste attendre. Juste après le but, on a vu un Japon un peu plus haut. Mais pas un Japon à l'abordage. Pas un Japon qui presse fort, mais un Japon qui sort légèrement de sa zone. Ils jouent un peu plus haut. Ils existent un peu plus, mais dès que les Pays-Bas reprennent la possession, ils retombent dans leur bloc bas. Donc, la réaction existe, mais elle reste contrôlée. Et pourtant, c'est suffisant pour mettre un peu de vie dans le match. Parce que l'égalisation de Nakamura qui arrive à ce moment-là, alors que le momentum est aux Pays-Bas, elle est juste magnifique. Une belle action, une frappe propre, entrée de surface, puissante, qui est dans un angle un peu bizarre, ce qui fait que personne ne s'attend à ce que la balle tombe là. Très intéressant. C'est là que le Japon montre une qualité importante. Ils peuvent subir pendant des séquences, mais rester lucides. Ils ne produisent pas énormément, mais quand l'espace apparaît, ils ont la qualité technique pour être très propres et pouvoir vraiment apporter du danger. Ce but, il change la lecture. Parce que jusque-là, on pouvait dire les Pays-Bas ont l'arme des coups de pied arrêtés. Le Japon défend, mais ne menace pas assez. Mais avec ce but, le Japon rappelle qu'il peut aussi marquer dans le jeu sur une vraie action construite avec une vraie qualité de finition. En gros, les Pays-Bas avaient dominé le moment et le Japon a gagné l'action. Et puis, très vite après cette égalisation des Pays-Bas, les Pays-Bas répondent. Le magnifique goal de Summerville, enroulé, excentré droit au début de la surface, très beau but. Mais au-delà du but, j'aimerais quand même rappeler encore une fois le match de Summerville. Pour moi, c'est un grand match. Il est vraiment bon, il m'a vraiment surpris ce joueur. Parce que dans un match aussi fermé, tu as besoin d'un joueur qui est capable de faire une différence, même quand l'animation collective, elle n'est pas parfaite. Et Summerville, c'est exactement ça. C'est un danger constant. Pas juste parce qu'il peut marquer, même s'il a prouvé qu'il pouvait le faire, non, c'est parce que constamment, il peut provoquer et être à l'initiative d'un geste qui va complètement déséquilibrer le bloc adverse. Il reçoit, provoque, rentre intérieur, donne du rythme, oblige le bloc japonais à réagir. Chaque touche de balle provoque un danger. Et surtout, il fait mal dans les zones où le Japon commençait à souffrir. Son but, c'est une vraie frappe de qualité. Mais c'est aussi le symbole d'une équipe néerlandaise qui n'a pas forcément de cases d'occasion pour finir. Le Japon a réussi à revenir, mais il n'a pas réussi à survivre au moment d'après. Et à partir de là, la deuxième mi-temps est beaucoup plus agréable. Et c'est logique. Le score a cassé le faux équilibre, et maintenant, chaque équipe rentre dans ce duel de puissance. C'est un jeu un peu plus chaotique, qui amène plus d'occasions et qui est beaucoup plus agréable à regarder.
Le Japon doit sortir davantage, les Pays-Bas trouvent des espaces en transition et les individualités deviennent beaucoup plus visibles. On passe d'un match de structure à un match de moment. C'est exactement ce qui rend la deuxième mi-temps beaucoup plus intéressante. Et puis vient l'ironie du match, l'ironie du sort pour les Pays-Bas. Cette équipe, qui avait ouvert le score sur coup de pied arrêté, qui était très forte dans ce domaine, qui était un danger constant, se voit égalisée par le Japon sur corner. Franchement, je pense qu'on peut dire que ça résume parfaitement cette rencontre. Parce qu'au départ, on pensait que les coups de pied arrêtés étaient surtout l'arme des Pays-Bas. Van Dijk, les grands gabarits, la présence dans la surface, les deuxièmes ballons, le manque de concentration à certains moments des Japonais. Mais finalement, c'est le Japon aussi qui trouve son moment en phase arrêtée. Et ça dit beaucoup de choses sur les Pays-Bas. Ils ont mené 2 fois, mais ils n'ont jamais réussi à finir le match, à clôturer le match. Ça, c'est un reproche. C'est même leur reproche principal. Parce que quand tu mènes 1-0 dans un match fermé, puis 2-1, après avoir été rejoint, tu dois absolument réussir à casser l'espoir adverse. Tu dois finir la rencontre. On est en Coupe du Monde ici. T'es obligé. Tu dois marquer le 3e but, tu dois marquer le 2e avant, tu dois faire en sorte que l'adversaire perde toute ambition. Tu dois leur tuer le mental. C'est comme en Champions League quand tu affrontes le Real Madrid. Parce que si tu tues pas le Real, même quand ils sont nuls, ils sont toujours capables de revenir. En Coupe du Monde, c'est pareil. Tu dois tuer l'adversaire. Alors oui, le Pays-Bas avait plus d'armes. Ils avaient Summerville, des Van Dijk, Gravenberch, Dumfries, etc. Mais ils ont laissé le Japon survivre. Et une équipe comme le Japon, si tu la laisses vivante, elle va continuer à y croire. Elle va pas forcément t'écraser, mais elle va attendre son moment, et si elle trouve la phrase, alors tu es mort. Et là, sur corner, elle l'a trouvé. Donc voilà pour conclure. Au final, je dirais que le 2-2, il est logique dans ce genre de scénario. Les Pays-Bas ont eu des armes plus visibles. Les coups de pied arrêtés, Summerville, Dumfries, Gravenberch, etc. Mais le Japon, ils ont eu une grande discipline, de la résilience, une capacité à revenir 2 fois. C'est un match qui commence comme un duel tactique très fermé, presque soporifique, et qui finit comme un vrai choc de groupe. Pour les Pays-Bas, il y a du positif. Summerville marque des points, le côté droit fonctionne très bien, Gravenberch a pesé, les CPA sont une arme énorme pour cette équipe et je pense qu'il va falloir capitaliser là-dessus. Parce que s'ils travaillent bien ça, on peut franchement espérer que ce sera une grande arme pour eux pour les prochaines phases. Pour le Japon, c'est presque l'inverse. Trop prudent au départ, leur première mi-temps manquait d'ambition et ils ont montré une vraie force mentale, une capacité d'adaptation. Et ils repartent avec un point qui peut compter très lourd dans ce groupe. Et surtout, une interrogation pour la suite, je tiens quand même à le replacer, mais l'entrée de Yunya Ito, incroyable. Le mec, trop fort. Je me demande s'il va finir par être titulaire, parce que franchement, il était très bon. Et donc les Pays-Bas restent favoris du groupe, oui, mais ils ont laissé 2 points. Le Japon montre qu'ils peuvent survivre à un gros match, et maintenant, il ne reste plus qu'à voir ce qui va se passer, parce qu'il y a la Suède, la Tunisie, et regarder un peu les résultats, et voir comment on peut lire la suite de ce groupe. Parce que aussi, dans ce genre de groupe, je pense que pour la 3e place, le goal average va être important. Donc non, ce n'est pas le match le plus spectaculaire du mondial dès le départ. C'est peut-être des matchs les moins intéressants pour la première mi-temps. Mais par contre, tactiquement, il restait intéressant. Parce que la rencontre nous donne une vérité simple. Les Pays-Bas ont eu les armes pour gagner et le Japon a eu le mental pour refuser de perdre. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Moi je vous laisse ici, on se retrouve très vite pour un nouveau débrief. Je pense que le suivant que je sors c'est celui de la Côte d'Ivoire. Et peut-être que je ferai la Tunisie. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ça aide à soutenir la chaîne et ça fait super plaisir. Moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Bye.